Donc le régime Murphy, très rapidement, puisque on est supposé maîtriser la chose, hein. Donc oui, ça, c'est l'avantage fiscal incontournable, notamment lorsque je veux acquérir une cible. Si j'acquiers la cible directement, les intérêts que je contracte personnellement sont déductibles de rien du tout, mais surtout que je vais devoir rembourser la dette avec un dividende soumis au PFU ou au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Avec la holding, je ne fais pas d'économie fiscale, encore une fois, puisque les dividendes vont remonter dans la holding avec le bénéfice, mais c'est un frottement fiscal, hein, du régime Murphy, la quote-part de frais et charges de 5% appliquée au taux de l'IS, ce qui fait une imposition inférieure à 1,4%. Mais c'est quand même un frottement fiscal puisque je n'ai pas résolu le problème, ma trésorerie sera toujours emprisonnée dans une structure à l'IS. Donc c'est un coût. Voilà. On dit qu'on fait des économies fiscales, pas du tout. On retarde simplement la fiscalité. Voilà. Donc voilà, hein, l'imposition à 1,4, un bénéfice de 100, multiplié par 5% de la quote-part de frais et charges, que multiplie le taux d'IS à 25% pour le taux plein, j'arrive à une imposition à 1,4%. Et si je dégage un dividende de 100 000, bah c'est 1,4%. 1 400 €. Voilà l'intérêt. L'effet de levier fiscal du régime Murphy, ça, il est indéniable. Donc, c'est vraiment le principal avantage fiscal. C'est le régime Murphy où je vais repousser l'imposition. Sinon, j'ai un dividende avec la holding de 98, alors que j'ai un dividende disponible directement après l'imposition de 70 pour rembourser la banque. Donc, ouais, ça c'est sûr. Donc si le régime Murphy ne s'appliquait pas, eh bien le dividende serait imposable à l'IS directement. D'ailleurs, si je suis dans l'utilisation abusive du régime Murphy, l'administration fiscale va imposer ce dividende au taux d'IS, en plus de la pénalité de 40% ou de 80%, en plus éventuellement de celle de l'abus de droit fiscal. Il y a intérêt à ce que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Attention également, j'attire, on verra dans les opérations de LBO, je pose plusieurs conditions. Et parmi elles, c'est que je dis que pour rembourser la banque contractée par la holding, je dis ne pas consacrer plus de la moitié du bénéfice de la société opérationnelle au remboursement de la banque. Il faut pouvoir capitaliser une partie des bénéfices pour assurer le développement de la société ou pour faire face à des coups durs. Si je consacre l'intégralité du bénéfice au remboursement de la banque et qu'il y a un orage qui passe, il va tout emporter, donc toute l'entreprise. Je pose d'autres conditions pour les opérations de LBO, hein, donc on verra les opérations de LBO, c'est que je dis aussi, attention, que le taux d'endettement de la holding, fonds propres sur dette au moins égal à 1. C'est ma condition. Dans une expérience professionnelle antérieure, j'étais banquier notamment, c'est la première chose qu'on m'a dit, hein, attention, fonds propres sur dette au moins égal à 1. Et puis la troisième condition que je pose pour la condition, non pas d'une réussite, mais une condition à minima d'une opération de holding qui emprunte, c'est que pour faire remonter un dividende vers la holding, encore faut-il avoir des liquidités dans la société opérationnelle. Or, si l'enfant repreneur est très bon et qu'il développe l'entreprise qui fait exploser, il va augmenter les besoins en trésorerie. Et si il a complètement obéré sa capacité de financement parce que le taux d'endettement de la holding est fort, eh bien la banque ne voudra pas lui prêter. Il va falloir financer l'augmentation des besoins en fonds de roulement. Pas évident. Et voici les conditions à remplir pour bénéficier du régime Murphy. 5% du capital, en pleine propriété ou en nue propriété, depuis au moins 2 ans.
Et je rappelle toujours, attention, sur l'utilisation abusive en matière d'IS, et notamment qui concerne le régime Murphy. Toujours comme pour le régime de l'abus de droit fiscal, il faut pouvoir démontrer que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Et je vous ai mis ici les cas qui sont visés par la clause anti-abus en matière d'IS. Un montage sans justification économique et qui a pour objet principal d'obtenir l'avantage fiscal. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit le schéma que vous retenez, motivez vos opérations. Oui, même quand j'interviens pour simplement la rédaction de statut. Alors, j'ai un chapitre dans la rédaction des statuts qui est finalité de la société. Et j'explique pourquoi j'ai créé la société. Voilà. J'anticipe les interrogations de l'administration et tout est expliqué, les motivations économiques. Parfois, ça fait une page dans mes statuts. Comment est-ce que l'administration peut considérer une utilisation abusive dès lors que la holding elle est propriétaire des titres? Donc c'est-à-dire que ce n'est pas l'associé lui-même qui est propriétaire. Oui, mais l'utilisation, je vise par exemple une utilisation à la royale, on va dire ça comme ça, l'utilisation abusive, c'est que je prends la holding qui détient 5% du capital de la société opérationnelle. Ici, j'ai fait une transmission à mes enfants directement. Je conserve les pouvoirs avec des actions de préférence. Et ici, la société opérationnelle réalise un bénéfice de 100 et je décide que par une distribution inégalitaire, les 100 passent à la holding. Où est la motivation économique ? Donc ici, j'encours la procédure de l'utilisation abusive en matière d'IS. On ne l'a pas vu encore, je n'ai pas de jurisprudence. Mais pour moi, ça coule de source. C'est évident. Donc, si vous n'avez pas la motivation économique, parce que ici, j'évite l'imposition au PFU. Donc, c'est le but principalement fiscal. Oui, mais on est bien d'accord que c'est la holding qui s'enrichit. Donc, dès lors, effectivement, les gens ne perçoivent pas, évitent le PFU parce qu'ils ne s'enrichissent pas aussi. La plus fiscale, ça serait de permettre à la personne de s'enrichir et en faisant payer l'impôt par la holding. Alors attention, là vous êtes déjà dans les motivations, vous êtes dans la réponse à l'administration fiscale qui vient vous interroger. Pour moi, c'est trop tard. Et elle ne va pas partager vos points de vue. Regardez les opérations, notamment de sursis d'imposition ou de report d'imposition. La plus-value est en report d'imposition. Mais vous avez, par exemple, des utilisations abusives du report d'imposition. Vous n'avez fait que, retarder la fiscalité en report d'imposition. Mais regardez, c'est traité en abus de droit fiscal. Le fait d'avoir reporté l'imposition. Je suis d'accord, oui. Sauf que j'étais contre cette démarche. Comment ? Je conteste la notion d'utilisation abusive du report d'imposition. Oui, mais... Ce n'est pas la même personne qui est propriétaire. Oui, mais... Et donc la personne va vouloir récupérer l'argent, elle payera bien la fiscalité. Oui, mais vous avez vu, la force de l'administration, vous avez tort. D'accord. Parce que c'est elle qui a raison. Ma ligne de conduite est au plan civil. Tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Au plan fiscal, tout ce qui n'est pas autorisé est strictement interdit. Mais moi, je m'amuse. Dans mon métier, je m'amuse. Je n'ai pas encore eu de procédure d'abus de droit fiscal. J'ai failli en avoir, mais les motivations économiques, ils ont reculé face aux motivations économiques. J'en écris des pages. Excusez-moi, j'ai une question.
Oui. Oui. Dans votre montage, là, vous évoquez le fait que on va faire remonter à la holding 100% des dividendes. On n'a pas un dispositif qui dit qu'on ne peut pas priver intégralement un actionnaire de son droit à dividende? Oui, alors, en effet, hein, vous avez dit la clause dite léonine, mais elle s'apprécie dans le temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas priver un associé de tout droit à dividende ou lui imputer la totalité des pertes et inversement. Mais cette disposition ne s'apprécie que dans le temps. Je prends un exemple. Dans mes statuts de société civile à l'IR, j'exonère la perte, l'enfant mineur, de toute perte jusqu'à sa majorité. Oui. Je suis bien dans la clause léonine. On ne peut pas exonérer un associé de la totalité des pertes. Mais elle est limitée dans le temps. Elle ne s'applique que jusqu'à la majorité. Donc, vous pouvez toujours prendre la précaution de dire 99,9, ce n'est pas la totalité. Oui, je le ferais plutôt comme ça d'ailleurs. Oui, je simplifie, hein, mais dans mes statuts, hein, je dis dans le cas où un associé serait privé du droit aux dividendes de par la nature des titres qu'il détient, eh bien son droit financier sera de 1. J'évite la clause léonine. Bon, je prends des précautions toujours, mais voilà. Mais ici, je suppose qu'on est dans un environnement amical. C'est moi. D'autres questions? Et on peut avoir le régime Murphy, notamment, et on peut ici, hein, y compris pour des opérations patrimoniales. La holding passive est-elle éligible au régime Murphy? Ben oui, si elle a une réalité économique. Donc, il faut toujours, chez moi, je motive toujours mes opérations du point de vue économique. Alors, je m'étonne que vous ne m'ayez pas encore posé la question, mais comment, M. Royal, vous motivez vos opérations? Alors, je vous l'ai dit, je n'ai pas de panoplie, je vous remercie d'ailleurs de ne pas avoir eu... de ne pas m'avoir posé la question, mais dans ce schéma-là, j'en ai une première. C'est pour ça que j'affectionne particulièrement quand les enfants sont mineurs. Pourquoi? Parce que je leur dis ici, ben voilà, regardez, les enfants, je ne veux pas leur verser un dividende. Ils sont mineurs. Je ne veux pas leur donner le goût de l'argent facile. Donc, le résultat va à la holding. Deuxième explication, vous voyez, plus je vais appuyer sur les motivations économiques, plus j'éloigne le risque de l'abus de droit fiscal et de l'utilisation abusive du régime Murphy. Ici, si c'est vrai, c'est pour financer d'autres opérations de nature économique. C'est également parce que la société civile, ici, la société par exemple, a eu un prêt parce que la holding s'est portée caution. Il est normal de rémunérer le risque, donc par un dividende majoré, donc pas 100%. Hein. Voilà. J'en ai d'autres. Ça dépend vraiment des circonstances de chaque affaire. Mais j'anticipe les interrogations de l'administration. Et donc, tout de suite, il y a les réponses. Et ça figure dans tous mes actes, dès lors qu'ils sont publics. Donc, si je n'ai pas d'autres actes que les statuts, ben, tout ça... Vous voyez, dans mes statuts, dans les holdings, j'ai des graphiques comme ça. Hein. Vous avez l'organigramme du groupe général. Vous avez même parfois l'arbre généalogique, avec des enfants d'un premier lit, tout ça. Et puis, j'explique tout. L'intérêt aussi de la holding ici, qui détient une participation minoritaire, c'est que je peux donner à chaque enfant, notamment, l'autonomie de gestion de son propre patrimoine en créant une société par enfant pour préserver l'harmonie familiale. Donc, je vais créer une holding qui est détenue ici majoritairement par chaque enfant directement,
Alors que j'explique que si la holding détient 100%, ben, en cas de conflit ici, ben, ça nuit à la pérennité de l'entreprise. Alors que là, je donne l'autonomie à chacun. Et je conserve la philosophie communautaire au sein de la holding. Donc je concilie philosophie individualiste en donnant à chaque enfant l'autonomie de gestion. Et ça, j'ai même, alors je les connais un peu par cœur, hein, maintenant, toutes les décisions du comité d'abus de droits fiscaux qui sont disponibles sur Internet d'ailleurs, hein, eh bien, il a été jugé à un moment donné que, tiens, il était bien, du point de vue économique, de donner l'autonomie de gestion à chaque enfant en créant une société et que le but n'était pas principalement fiscal. Bon, elle est vieille, cette décision-là, hein, cette doctrine. Mais je l'ai toujours, dans la poche, au cas où. Donc, motivation supplémentaire. Et comme je donne à des enfants quand ils sont petits, je ne sais pas moi s'il y a un enfant repreneur. Et donc, j'explique que ça, c'est favorable à la reprise de l'entreprise. Pourquoi? Parce que si j'enferme tout dans une holding et qu'à un moment donné, j'ai un de mes enfants... Tout ça, c'est expliqué dans mes statuts, hein, parfois. Hein. Dès lors que je fais des schémas qui sont susceptibles d'entraîner des économies fiscales, j'anticipe. J'anticipe d'abord parce que le client va bien comprendre son schéma, et puis j'anticipe les interrogations de l'administration. J'en ai eu, en 30 ans de métier, j'ai eu qu'une fois des demandes d'interrogation. Parce que tout est écrit. Si j'enferme tout dans une holding et que la société est opérationnelle ici, j'ai un enfant repreneur, vous vous rendez compte, le pataquès, il va falloir que l'enfant repreneur crée une holding qui va racheter la participation de l'enfant non repreneur, mais je n'ai pas résolu le problème. Alors que c'est bien plus facile d'assurer la reprise par un enfant s'il détient directement la société opérationnelle. Donc j'assure la pérennité de l'entreprise. Ma motivation économique première, c'est assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Et ça transparaît à chaque fois. Hein. Ça, c'est mon drapeau. Hein. L'étendard. Donc, la holding passive, éventuellement, éligible au régime Murphy, oui, si elle a une réalité économique. Et donc, voici quelques motivations. Financer l'acquisition d'une cible, ça... Conseil d'État. Holding LBO familial, permettre aux enfants, notamment aux repreneurs, de payer la soulte aux frères et sœurs, on l'a vu, hein, Parc du Trail. Assurer la pérennité pour désintéresser les autres enfants non repreneurs. Voilà, les motivations économiques. J'insiste, ce sont les motivations économiques. Et on passera, je vous propose de terminer par l'intégration fiscale, parce que je vais aller très vite sur l'intégration fiscale, avant le déjeuner, et il sera 12h30.